Bon, ben, je commence. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Okay. Et donc, je vais vous parler de la perfusion hépatique. Donc, moi, je suis praticien hospitalier au CHU de Rennes. Donc, sujet qui m'intéresse beaucoup et qui évolue pas mal depuis ces dernières années. Alors, je vais déjà commencer par un petit rappel pour remettre un petit peu le contexte, parce que c'est vrai que donc, la perfusion hépatique, c'est clairement le sujet à la mode en transplantation hépatique. C'est les sujets, en tout cas, qui monopolisent le plus d'attention, à la fois dans les revues scientifiques et dans les congrès, depuis, on va dire, les 10 dernières années. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, justement, depuis 10 ans. Bien au contraire, en fait, le concept même de la perfusion d'organes est né avec le concept même de la transplantation. Et d'ailleurs, ce concept qui a été développé essentiellement par Alexis Carrel, chirurgien français lyonnais, qui a eu le prix Nobel en 1912, sur justement ses travaux sur la conceptualisation de pouvoir remplacer un organe malade par un autre, qui est donc le début de la greffe, eh bien, avait créé, en association avec Charles Lindbergh, donc l'aviateur qui était aussi ingénieur, comme vous pouvez le voir là, la première machine de perfusion à l'époque, qui était assez révolutionnaire et avec un concept tout à fait intéressant, puisque c'était à la fois une machine de perfusion en normothermie et oxygénée. Et en fait, ce concept a été développé et a persisté au début de la transplantation, si bien que la première application clinique de la transplantation hépatique en 1967 par Thomas Starzl se faisait avec une machine de perfusion que vous pouvez voir là. Alors, c'était quelque chose d'assez volumineux et d'assez encombrant, mais c'était une machine de perfusion dans laquelle vous mettiez votre organe en hypothermie cette fois et oxygéné. Alors, ce concept a été totalement supplanté par la suite par justement les travaux sur l'ischémie, on va dire, statique, parce que, certes, le concept de la machine de perfusion, c'était quelque chose de très compliqué, mais surtout ne faisait pas mieux que la conservation statique. Et donc, à partir des années 70, avec les travaux de Collins, on a complètement oublié les machines de perfusion et on s'est tourné vers quelque chose qui, aujourd'hui, en tout cas, nous paraît le standard, ou en tout cas la norme, c'est-à-dire la conservation statique en hypothermie, avec donc un liquide de conservation et une glacière. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ce retour en arrière depuis à peu près 10 ans? Alors je vais passer rapidement là-dessus, donc vous connaissez tous le contexte et le fait qu'il y a de plus en plus de transplantation d'organes. C'est quelque chose qui marche très très bien, notamment en transplantation hépatique. Il y a de plus en plus de candidats et pour faire face à cette demande, eh bien, on a dû élargir donc, nos critères d'acceptation avec essentiellement deux principales ressources. Ce sont donc les greffons dits de donneurs à critères élargis, donc essentiellement les patients âgés, les donneurs âgés, et puis les greffons provenant de donneurs décédés par arrêt cardiaque, donc les greffons M3. Et c'est clairement cette dernière catégorie qui, on va dire, est la cause. Donc c'est grâce ou à cause des greffons M3 que les machines de perfusion se sont redéveloppées ces dernières années. Pourquoi? Parce que ces greffons sont plus à risque, notamment de non-fonction primaire, mais aussi de complications biliaires. C'est ce qu'on appelle les non-anastomotic strictures. Et pour faire face à ces complications et pour pouvoir utiliser ces greffons donc sereinement, eh bien, il a fallu augmenter ou améliorer la qualité de la conservation, puisqu'on arrivait clairement aux limites de la conservation statique. Et donc, retour à la perfusion. Et alors, au début, on s'est tourné un peu vers nos collègues néphrologues et urologues. Et donc, on a clairement copié en quelque sorte ce qui se faisait en transplantation rénale, puisqu'il y avait déjà des données sur la transplantation rénale qui avaient prouvé l'efficacité de la perfusion. Cependant, il faut garder à l'esprit que cette perfusion rénale se faisait donc en hypothermie et non oxygénée. Donc, le premier papier de transplantation hépatique avec machine de perfusion a été publié en 2010, donc peu de temps après le New England sur la perfusion rénale, et avait été fait en hypothermie non oxygénée, avec des résultats qui étaient quand même assez satisfaisants, puisque cette équipe, sur une population faible, il n'y avait que 10 patients. Vous voyez ici la machine de perfusion, qui était donc quelque chose d'artisanal. Eh bien, les résultats montraient qu'il y avait une meilleure reprise de fonction du greffon et une diminution de la durée d'hospitalisation des patients, si vous les compariez à des patients sélectionnés standards, mais sans machine de perfusion. Et ce qui a vraiment fait finalement la rupture, c'est les travaux de l'équipe de Zurich à partir de 2013, qui, eux, ont montré que finalement, en fait, il fallait apporter de l'oxygène. Et c'est à partir de là que, on va dire, les choses ont complètement bifurqué dans la perfusion hépatique. Alors,
très brièvement, voici ce qui se passe donc, lors de la phase de conservation. Vous voyez l'hépatocyte ici. Donc, il est à 4 degrés en ischémie, il n'y a pas d'oxygène. Donc, vous avez une priorisation du métabolisme anaérobie, avec donc une production de lactate, une absence d'oxygène et donc une accumulation notamment au niveau de la mitochondrie, puisque c'est là que tout se passe, avec une absence de synthèse de l'ATP, une accumulation des électrons. La catastrophe va se produire au moment où vous allez reperfuser votre greffon avec donc un apport d'oxygène qui va se combiner avec les électrons libres et former donc des ions O2-, qui sont des ions, une espèce activée de l'oxygène qui est extrêmement néfaste et toxique. D'ailleurs, c'est ce qui est produit dans l'organisme par les macrophages pour détruire les bactéries. Sauf que là, ça va détruire la mitochondrie, ça va aboutir en fait à une libération de calcium dans le cytoplasme de la cellule, activer tout un tas d'enzymes, et ça va être la catastrophe puisque ça va aboutir à la destruction de l'hépatocyte, et puis après, par une espèce de réaction en chaîne et de l'activation des cellules immunitaires, entraîner une cytolyse massive. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe si vous apportez de l'oxygène pendant cette phase justement de conservation? Eh bien, vous allez casser toute cette cascade de réactions néfastes. Vous allez déjà maintenir une activité mitochondriale avec une production d'ATP qui va être conservée, et surtout, donc, au moment de la revascularisation et de l'apport d'oxygène, vous allez éviter toute cette cascade d'événements néfastes. Donc clairement, depuis 2013, le concept de la perfusion d'organes, c'est hépatique en tout cas, c'est d'apporter de l'oxygène. Voilà. Et à partir de là, on n'a plus rien à voir quasiment avec la perfusion rénale. Alors maintenant qu'on sait qu'il faut apporter de l'oxygène, comment et quand? Et là, au début, toutes les équipes qui se sont lancées dans la perfusion hépatique ont voulu se démarquer et donc ont inventé en quelque sorte leur propre protocole. Puisque l'avantage, c'est que le foie, vous avez la possibilité d'apporter du sang et donc de l'oxygène par soit l'artère, soit la veine, soit les deux. Et puis, la question se posait, quand est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence dès le début du prélèvement? On initie la perfusion. À quelle température? Est-ce qu'on le reste en hypothermie? Est-ce qu'on le fait en normothermie? Est-ce qu'il faut le faire en subnormothermique? Est-ce qu'il faut faire plusieurs méthodes, c'est-à-dire commencer d'abord en hypothermie, puis après en normothermie? Et donc, il y a eu beaucoup d'études initialement sur ce sujet, et donc de multiples possibilités. Aujourd'hui, les choses se sont un peu plus affinées. On est moins dans la recherche justement de la méthode idéale. Et il y a globalement 2 méthodes qui se sont démarquées et qui se sont imposées. Ces 2 grandes méthodes, c'est ce qu'on va appeler la méthode HOPE pour l'hypothermie et la NMP donc pour la normothermie. Vous voyez ici les différentes machines qui font ces différentes méthodes. Il y en a une nouvelle qui est sortie, là, italienne, que je n'ai pas mis sur mon topo, mais qui est disponible. Alors, le HOPE, c'est quoi? Le HOPE, c'est, vous prenez votre organe, vous faites votre prélèvement tout à fait de façon standard, et une fois que vous le ramenez sur le site de la transplantation, donc après une phase de conservation statique, vous le mettez sur la machine. Et le but, donc, c'est de le réoxygéner pendant 1 à 2 heures, le but étant donc de recharger comme ça la mitochondrie pour pouvoir préparer l'organe à la revascularisation. Donc l'avantage, c'est que la logistique, elle est extrêmement simple. Au niveau du prélèvement, ça se passe de façon tout à fait standard. Et puis, une fois que vous êtes sur le site de transplantation, là, vous le mettez sur la machine. Le coût, évidemment, il est plus élevé que si vous ne le faites pas, mais il reste encore modéré. Et l'avantage, c'est que si jamais vous avez un souci avec la machine, vous restez en hypothermie, donc vous repassez en quelque sorte sur un modèle statique. Donc, vous n'avez pas, en théorie, de risque de perte du greffon. Maintenant, la normothermie. Là, le concept est complètement différent. Le but étant donc de se placer à 37 degrés. Donc, pour ça, vous avez besoin d'apporter du sang à la cellule, et donc avec un transporteur d'oxygène. Et l'idéal, c'est d'utiliser le sang. Il y a d'autres molécules qui ont été testées, notamment en application clinique humaine, essentiellement donc, les hémoglobines bovines. Il y a des discussions sur l'hémoglobine de ver marin, mais ça n'a pas encore été validé en clinique humaine. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà beaucoup plus complexe à faire, puisque vous devez donc vous mettre en condition pseudo-physiologique et surveiller ce greffon.
En termes de coût, ce sont des machines, pour la plupart, qui ont un coût beaucoup plus élevé, et notamment le kit, le consommable est plus cher. Et puis surtout, si vous avez un problème pendant que votre greffon est sur la machine, eh bien là, vous êtes en situation de normothermie, donc avec une phase d'ischémie chaude éventuelle, et donc un risque important de perte du greffon. Mais en revanche, je peux revenir en arrière, voilà. Ce que ça vous apporte par rapport à l'hypothermie, c'est le fait que vous avez la capacité d'évaluer votre greffon. Et ça, ce n'est pas donné si vous restez en hypothermie. Hop. Alors, je vous parle juste d'une troisième petite méthode qui, en fait, est développée et utilisée par le centre de Groningen aux Pays-Bas, où j'ai eu la chance de passer un an, qui, elle, donc, combine les deux. Vous avez, en fait, une première phase d'hypothermie, puis ce que vous appelez un rewarming. Donc, vous passez progressivement jusqu'à 37 degrés, et puis après, vous faites de la normothermie. D'accord ? Donc, c'est les seuls à utiliser ça, avec des résultats tout à fait intéressants. Alors, on va maintenant voir quels sont les différents cas de figure dans lesquels vous avez donc une indication à utiliser les machines de perfusion et quels sont donc l'avantage ou les inconvénients des deux méthodes que je vous ai citées. Alors, le premier cas de figure, eh bien, c'est vous avez besoin d'améliorer la qualité de la conservation du greffon. C'est-à-dire que vous savez que vous allez le greffer, ce greffon. Vous ne posez pas la question de savoir s'il va être bon ou mauvais. Vous avez accepté de faire la greffe. Cependant, vous vous dites, effectivement, c'est soit un greffon M3, soit c'est un greffon provenant d'un donneur à critères élargis, et vous avez besoin donc d'améliorer la qualité de la conservation, puisque la phase initiale de prélèvement a entraîné probablement des lésions d'ischémie-perfusion qui vont être importantes. Alors pourquoi le M3 ? Il faut bien avoir à l'esprit que, à part en France et en Espagne, où la CRN est systématique, dans le reste du monde quasiment, et notamment dans les pays qui font beaucoup de M3, donc les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, eh bien, il n'y a pas de CRN. Donc, vous faites votre prélèvement, vous passez directement en conservation statique, et après, donc avant les machines de perfusion, vous revascularisez votre organe, et il y avait souvent des complications qui apparaissaient. Et donc, c'est clairement dans ces pays-là, notamment la Suisse et les Pays-Bas, que pour faire face à cette situation, ils ont développé les machines de perfusion. Donc, les premiers résultats des machines de perfusion en hypothermie, vous allez les voir, ont été faites sur des donneurs M3. Donc dans ce cas de figure-là, aujourd'hui, clairement, il y a, on va dire, une prépondérance de l'hypothermie par rapport à la normothermie. Deuxième cas de figure, c'est vous avez un greffon où vous n'êtes pas certain de sa transplantabilité, du fait que vous soyez... qu'il soit apte à être greffé. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'évaluer ses fonctions. Et donc, dans ce cas-là, vous mettez plutôt en normothermie. Troisième cas de figure, vous avez besoin d'augmenter la durée de la conservation, essentiellement pour des problèmes logistiques, soit parce que vous n'avez pas accès à une salle d'intervention pour faire votre greffe, soit parce que vous êtes déjà en train de greffer, ou alors vous avez une explantation qui peut être difficile. Et donc, dans ce cas-là, vous vous dites, ça serait bien pour éviter la durée d'ischémie trop longue, eh bien, que vous mettiez votre greffon sur la machine. Et vous verrez qu'il y a deux cas de figure un peu différents, mais aujourd'hui, aussi, l'hypothermie dans ce cas de figure est plutôt ce qui ressort le plus. Et puis, quatrième cas de figure, qui n'est pas ce qui nous concerne en France, c'est la transplantation d'organes d'un endroit à un autre pour justement acheminer l'organe sur des distances assez importantes. Et ça, c'est plutôt aux États-Unis qu'ils ont développé ce concept pour faire face à leurs problématiques. Alors, je vais repasser rapidement sur les différents cas de figure et vous donner les résultats. Donc, on va commencer par le greffon M3. Donc, comme je vous disais, c'est essentiellement la Suisse et les Pays-Bas qui ont travaillé là-dessus. Et donc, cette première étude de l'équipe de Zurich, donc de 2015, qui montre que clairement, il y a un intérêt à perfuser ces greffons à partir du moment où vous avez fait un prélèvement M3. Vous voyez ici, ça, c'est les résultats avec des greffons M3 non perfusés. Et en haut, vous avez les deux autres figures qui sont les greffons M3 perfusés et les greffons en état de mort encéphalique, enfin provenant de donneurs en état de mort encéphalique. Et donc vous voyez que clairement, quand vous perfusez ces greffons-là, eh bien, vous récupérez une efficacité qui est comparable donc au greffon EME. Et ça a été confirmé par une étude publiée l'année dernière, donc dans le New England Journal of Medicine,
par l'équipe des Pays-Bas, qui montre que clairement, si vous perfusez ces greffons M3, eh bien, vous diminuez de façon significative le risque de complications biliaires et donc la survie par extension sur une distance un peu plus longue de ces greffons. Et donc aujourd'hui, en tout cas aux Pays-Bas, c'est devenu le standard, c'est-à-dire que ces greffons M3, ils sont prélevés de façon, on va dire, standard, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Le prélèvement est, on va dire, accéléré. Et après, ils sont mis sur machine en hypothermie avant d'être transplantés. Et donc, l'intérêt, c'est donc de diminuer les complications biliaires et les résultats de la greffe. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu le gold standard. Et la petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule indication en France validée des machines de perfusion, c'est-à-dire sur le greffon M3, en cas de transaminase élevée lors de la CRN, vous avez une indication donc à les mettre sur machine de perfusion en hypothermie avant de les greffer. Alors maintenant, je vais vous présenter donc l'intérêt de la technique HOPE, toujours donc en hypothermie, et cette fois-ci dans les greffons dits à critères élargis, avec notamment l'étude qu'on avait menée à Rennes. Alors c'était une étude pilote sur 25 greffons à critères élargis. C'est la première application clinique des machines de perfusion en France. Et donc, en fait, je vais passer directement à ça. Vous voyez, on avait perfusé 25 greffons qu'on a comparé à 69 greffons appariés. Je n'ai pas mis les caractéristiques des donneurs, mais en gros, l'âge moyen était de plus de 75 ans parmi les donneurs. Donc, c'était essentiellement donc, des greffons âgés. Et vous voyez qu'en fait, au niveau des résultats, sur la reprise de fonction du greffon, donc le critère, c'était l'EAD défini par Olthoff, qui était notre critère de jugement principal, il était diminué, mais pas significativement. Donc l'étude était négative sur le critère de jugement principal. En revanche, on avait une diminution significative de la durée d'hospitalisation, à la fois en réa et de l'hospitalisation globale. Et ce qui faisait notamment que si on analysait les coûts de l'hospitalisation, eh bien, on n'était pas plus cher. C'est-à-dire que si on additionnait le surcoût lié à la machine et qu'on incluait aussi le coût de l'hospitalisation, eh bien, lorsqu'on utilisait cette technologie, ça ne revenait pas plus cher puisque c'était compensé par la diminution de la durée d'hospitalisation. Et donc, ça, c'était la première étude pilote qui a servi de modèle, en quelque sorte, à l'étude qui a eu lieu et qui s'est finie l'année dernière, qui est l'étude OPEXT, qui est donc la même chose, mais cette fois-ci en prospectif randomisé et en multicentrique. Ah, je vais finir bientôt alors. Et dont on attend les résultats bientôt. Alors, je vais juste passer assez rapidement pour vous dire qu'il y a eu d'autres études pour démontrer l'efficacité sur les greffons à critères élargis, des études randomisées mais monocentriques. Donc, on a aujourd'hui des preuves assez importantes. Que la partie normothermie, elle, a été évaluée sur justement une étude de 2018 qui a fait beaucoup de mal, je pense, à cette méthode, puisqu'ils avaient pris tous les greffons et ils se sont rendus compte que finalement l'étude était négative essentiellement sur les critères cliniques, à la fois donc, de durée d'hospitalisation et de survie, puisque c'était la même chose. Et donc, ça a juste prouvé une chose, c'est que vous n'avez pas besoin de perfuser tous les greffons. Il faut sélectionner vos greffons. Rapidement, donc, sur l'augmentation de la durée de la conservation, il y a une étude là, qui est publiée rétrospective qui montre que si vous avez des problèmes logistiques, eh bien, vous les mettez sur une machine en hypothermie et que vous arrivez à avoir des résultats qui sont tout à fait normaux. Et il y a une étude d'ailleurs prospective aussi aux Pays-Bas qui vient de se finir. On n'a pas encore les résultats, mais dont le principe est justement en cas de greffe qui potentiellement devrait avoir lieu la nuit, vous la décalez le lendemain matin après l'avoir mis sur machine de perfusion. Et en fait, les premiers résultats qu'on avait pendant que j'y étais montraient que ça se passait extrêmement bien, malgré le fait que vous perfusiez pendant plus de 15 heures votre greffon. Je vais juste parler de ça rapidement, parce que c'est un concept assez révolutionnaire. Donc cette fois-ci, c'est comment augmenter la durée de conservation, mais avec une machine qui est un prototype par les Suisses, qui est cette fois-ci en normothermie. Et donc vous voyez que c'est une machine qui est extrêmement complexe. Vous avez une machine de perfusion en normothermie, mais vous avez aussi une dialyse, vous avez un diaphragme qui mime les mouvements respiratoires. Et grâce à ça, en fait, ils arrivent à perfuser pendant plus d'une semaine, ce qui devient extrêmement intéressant, à la fois en normothermie, parce que là, vous pouvez à la fois évaluer les fonctions de l'organe, mais surtout appliquer des méthodes de réanimation ou d'amélioration et d'optimisation du greffon, comme ça va vous être présenté tout à l'heure.
Je vais passer sur ça, juste pour vous dire que, donc, évidemment, la normothermie, l'indication principale, c'est d'évaluer la transportabilité. Et chaque équipe, aujourd'hui, a sorti ses propres critères. Donc, vous les mettez en normothermie. Au bout d'un certain temps, généralement, c'est au bout de 2 heures, eh bien, vous pouvez appliquer des critères. Si ces critères sont remplis, eh bien, vous pouvez transplanter cet organe qui, initialement, n'était pas qualifié pour la greffe. Donc, ça vous permet d'augmenter donc, le nombre d'organes transplantables. En hypothermie, il n'y a qu'une seule équipe, c'est toujours celle de Zurich, qui a développé un marqueur. Mais malheureusement, en fait, ce marqueur n'évalue que la fonction mitochondriale, mais pas donc la fonction hépatocytaire, ni même cholangiocytaire. Et bon, le transport d'organes, donc voilà. Alors, j'ai un petit film, mais qu'on va passer aussi rapidement. Donc, c'est pour vous dire que ça vous permet aussi de faire d'autres choses, les machines de perfusion, et notamment le split sur machine. Et notamment donc, destiné à la greffe pédiatrique, puisque l'avantage, c'est que vous diminuez la durée d'ischémie que vous mettez sur notamment le greffon destiné à l'adulte, qui lui va devoir très souvent repartir du centre où il a été splitté vers un centre adulte pour pouvoir être transplanté. La dernière innovation, c'est assez intéressant aussi, alors ça c'est une équipe chinoise qui fait ça, c'est le concept d'ischémie free. C'est-à-dire qu'en fait vous branchez la machine directement dans le receveur, et de façon à ce qu'à aucun moment, vous ne passiez en ischémie. Et donc, vous prenez le greffon qui est déjà branché sur la machine, vous le mettez dans la machine, vous prenez la machine, vous allez dans la salle d'à côté où vous avez votre receveur, et vous faites le système inverse. Et donc, à aucun moment, donc, ce greffon n'a été mis en ischémie. Voilà, j'ai fini normalement. Ah, je crois que ça passe plus. Je peux avoir la dernière diapo de conclusion. Je veux bien finir, mais pas de ma faute. C'est possible ? Bon, la conclusion, c'est simple, c'est que c'est clairement une technologie nouvelle, mais aujourd'hui avec des indications de plus en plus précises. On n'est plus comme il y a 5 ans où on faisait un peu tout pour essayer de se démarquer. Aujourd'hui, on a des grands axes avec donc des indications assez précises, à la fois sur donc, l'optimisation du greffon, l'évaluation de la transplantabilité ou l'amélioration de la logistique. C'est quelque chose qui est coûteux, il faut le garder à l'esprit. Mais finalement, c'est rentable si on se met sur un point de vue global. Et évidemment, tout en gardant à l'esprit que ça ne sert à rien de perfuser tous les greffons. Il y en a certains qui... on n'a pas attendu les machines de perfusion pour que la greffe d'organes marche. Cependant, dans certains cas de figure, il va falloir, pour améliorer nos résultats et les performances de la greffe, se mettre à cette technologie. Ça change aussi beaucoup les concepts de la greffe et notamment la crainte de l'ischémie qu'il va falloir redéfinir, puisque à partir du moment où vous mettez votre foie sur la machine de perfusion, on ne peut plus tellement parler d'ischémie, puisque certes, il est en hypothermie, il n'est pas dans l'organe, il n'y a pas de sang forcément, mais il y a de l'oxygène et il n'est plus dans cette situation où justement il est avec un métabolisme anaérobie. Voilà, je vous remercie. Merci Michel pour son topo. On va enchaîner directement avec le topo suivant et donc on appelle Dr Jérôme Dagnon qui nous parlait de la CRN dans ce contexte de greffe hépatique. Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Dagnon. Je vais vous parler donc de la CRN dans le contexte de la greffe hépatique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, si ce n'est l'intérêt pour la greffe. On va faire un petit plan juste en 4 étapes. Les principes et indications de la CRN, quels sont les résultats actuels, les limites et puis les perspectives. Alors, la CRN, avec l'acronyme en littérature anglo-saxonne NRP pour Normothermic Rational Perfusion, c'est dérivé de l'assistance circulatoire en chirurgie cardiaque et insuffisance cardiaque. C'est par contre appliqué non plus à un patient, mais à un donneur qui est décédé après arrêt circulatoire, que ce soit des donneurs non contrôlés, UDCD, ou contrôlés, CDCD, c'est les Maastricht 3, et donc c'est le pool de greffons qui effectivement est en train de grandir de plus en plus. La fonction et l'objectif, c'est d'essayer, grâce à la réoxygénation de ces greffons, de les remettre en position de métabolisme aérobie et de leur proposer de commencer à se réanimer, même si, on le verra, il y a des limites. Ça a fait l'objet d'un consensus statement récent en 2021 sous l'égide de l'ESOT. Et il apparaît
dans les données de la littérature, qui restent bien sûr sur des données rétrospectives, sans randomiser là-dessus, qu'il faut proposer, quand il n'y a que l'alternative de la conservation statique classique, que ce soit pour le donneur non contrôlé ou pour le donneur contrôlé, cette technologie, donc la circulation normothermique, la NRP, parce que ça va donner des meilleurs résultats. Et on va pouvoir passer là-dessus à suivre. Le protocole de l'Agence de biomédecine, c'est celui-ci. C'est ce qui nous permet juste d'aborder les notions, c'est ça, propres à la CRN, avec donc pour le donneur l'arrêt des thérapeutiques actives qui va débuter la phase agonique. Et dès que la pression artérielle, qui est donc bien monitorée, passe en dessous de 45 mm de mercure en PAM, on commence à calculer l'ischémie chaude fonctionnelle au niveau du greffon hépatique. Ce qui va aboutir à l'arrêt circulatoire, qui va pouvoir nous permettre de prononcer le décès du patient et qualifier du coup ce patient qui va passer comme un donneur, avec comme nécessité, comme nouvelle durée maintenant, c'est la phase d'arrêt circulatoire qui, dans le cas du foie, doit être limitée à 30 minutes. Pendant 5 minutes, on ne touche pas. Il y a une période d'observation avant de prononcer le décès, d'aller vérifier qu'il n'est pas inscrit sur le registre national des refus. Et cette partie qui peut poser discussion sur la pose de la CRN, éventuellement la réintubation si on envisage un prélèvement pulmonaire associé, et qui va durer un temps qui nécessite du coup la technique, mais en général, on est sur une durée de 20 minutes sur cette durée, et qui va nous déterminer la fin de l'ischémie chaude fonctionnelle du foie qui doit être inférieure à 45 minutes. Avant de débuter, donc, la CRN proprement parlée, qui doit être de 1 heure à 4 heures, et ça, c'est dans les recommandations de l'ABM. Je vais passer vite pour rattraper un peu de retard, et juste vous dire que donc ça, c'est le protocole qu'on a en France, et d'autres pays l'ont stipulé. Et donc, en fait, en Europe, effectivement, il y a des pays pour lesquels c'est la seule technique qu'on va proposer pour les donneurs décédés après arrêt circulatoire. D'autres pays, comme les pays notamment anglo-saxons, les Espagnols qui sont bien en avance sur la CRN, mais ils ont gardé encore un petit peu de prélèvement rapide. Les États-Unis, voilà. En France, on n'autorise pas le prélèvement sans CRN pour le Maastricht 3. On voit ici un petit élément quand même de différence avec l'Italie, qui va pouvoir peut-être servir un peu de modèle entre guillemets pour les donneurs qui vont avoir un peu plus d'ischémie chaude fonctionnelle. Alors, c'est quoi le principe ? C'est de mettre des canules qui peuvent être mises, comme en Espagne, avant l'arrêt des thérapeutiques actives, ou, comme dans la majorité des centres, c'est une cannulation qui est réalisée après la déclaration du décès. C'est donc une membrane d'oxygénation avec une pompe. Ici, une roller pompe. En pratique, c'est plutôt des pompes centrifuges. Et on peut y adjoindre également un réservoir, comme dans le cadre des CEC classiques pour la chirurgie cardiaque, mais tous les centres ne vont pas l'inclure dans leur système, dans leur device. On note la présence, bien sûr, d'un cathéter, enfin d'une sonde de Fogarty qui va être montée jusqu'à l'étage supracéliaque pour éviter la reperfusion au niveau de l'étage encéphalique, puisque il ne faut bien sûr pas envisager cette reperfusion. L'arrêt circulatoire doit être permanent pour l'étage encéphalique. Moi aussi, j'ai le droit à l'arrêt. Non, c'est bon. Alors, on a vu que c'était une technologie qui pouvait poser des soucis. Et moi aussi, je vais faire un petit retour historique, comme Michel Raya. Et finalement, quand on reprend le papier princeps de la description du professeur Starzl pour la greffe hépatique, dans ces temps héroïques pour des années qui étaient des années 60, on est à plus de 60 ans d'histoire de la greffe hépatique, on se rend compte que c'était le même principe chez les donneurs, c'est-à-dire que les 3 donneurs étaient sous assistance avant d'être prélevés. Alors, ce n'était pas une normothermie, le but c'était de descendre un petit peu quand même la température, un mix d'hypo-subnormothermie. On mettait dans le circuit de perfusion un petit peu d'antibiotiques, un petit peu de procaïne, bon, je ne sais pas trop l'indication, et ça c'était il y a 60 ans. On remarque au passage que les temps de cannulation, et c'était des abords chirurgicaux, ils sont assez rapides, 5 minutes, 6 minutes, entre le moment de l'incision jusqu'au moment de début de
c'est de la CRN, à l'époque qu'on appelait non normothermique. Voilà. Et puis le dernier, je crois qu'ils ont un peu plus longtemps parce qu'en fait le premier donneur c'était un arrêt sur table lors d'une intervention cérébrale. On remarque également que dans la description, d'emblée, on pense à mettre un clan au niveau de l'étage cœliaque. Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter, ce que je vous disais, cette reperfusion cérébrale. Et le clan, il est important, il est remplacé par la Fogarty actuellement. Dans les pays anglo-saxons qui, eux, font des types de CRN où ils mettent les canules par laparotomie, c'est un concept un peu hybride entre l'accès rapide au bloc opératoire pour pouvoir mettre les canules. On envisage également la ligature des troncs supraortiques, plus ou moins la mise en décharge de cet étage encéphalique, parce qu'il existe sur le plan anatomique des suppléances, des collatéralités qui peuvent passer. D'accord ? Effectivement, c'est important, sur le plan éthique notamment, de pouvoir assurer aux familles qu'il n'y aura pas de reperfusion à l'étage cérébral et s'assurer de l'état permanent du décès des donneurs. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat, cette technique ? Sur une étude récente, intéressante, qui reste monocentrique, rétrospective, mais on voit que justement dans un pays, c'était les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, on voit qu'il y a clairement un shift du type de prélèvement chez les donneurs décédés après arrêt circulatoire, avec ici la méthode rapide classique où on va aller mettre les canules, rincer les organes et ensuite greffer. Et de plus en plus, ce centre se met à utiliser la CRN, plus ou moins, on voit certaines on rajoute une étape machine. Et ça sera une discussion qui sera, je pense, abordée à suivre. Et on se rend compte qu'on a des résultats intéressants qui sont clairement des survies qui sont superposables qui sont superposables quand on est avec la machine, mais pour lesquels on a moins d'événements biliaires, puisque c'est clairement le talon d'Achille du donneur décédé après arrêt circulatoire en transplantation hépatique, c'est les complications biliaires qui peuvent amener des fois à des retransplantations. Donc ça, c'est les résultats outre-Atlantique. Les résultats français, ils ont été publiés également il n'y a pas longtemps, avec une méthodologie un peu différente, mais on a en gros vu de façon rétrospective les donneurs qui ont été greffés 2 fois après une circulation régionale normothermique, en les appariant avec le donneur historique sur les critères qui font la survie à long terme des greffons, l'âge, et puis également les durées de conservation. Ça a été un peu compliqué d'obtenir exactement les mêmes, parce que par définition, les donneurs décédés après arrêt circulatoire doivent être greffés dans les 8 heures. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les courbes de survie sont superposables, et voire même, on a une petite tendance à une meilleure survie quand on censure les donneurs qui décèdent à cause des récidives de cancer, puisqu'il y avait, sans que ça soit significatif, un peu plus de cancer dans le groupe Maastricht 3, avec CRN. Et ça nous amène maintenant à la suite de la littérature, puisqu'on commence à avoir maintenant des revues systématiques, et quand on fait la littérature à l'échelle internationale, on se rend compte qu'effectivement, grâce à la circulation régionale normothermique, quand on se compare au même type de donneurs, mais qui ont le rinçage classique, rinçage rapide avant la greffe, on a moins d'événements biliaires, une petite tendance également à l'amélioration des résultats au niveau de la survie patient. Alors c'est bien, ça fait des bons résultats, la CRN, mais comme toutes les techniques, ce n'est pas forcément la panacée, il y reste des limites. Les limites, c'est que ce n'est pas une technique qui nous permet d'avoir le même taux d'utilisation des greffons hépatiques que le donneur en mort encéphalique. Ça, c'est également une revue pour laquelle, quand on regarde, ça c'est toutes les études colligées sur les donneurs non contrôlés, dont l'utilisation reste confidentielle clairement en France, un peu plus dans d'autres pays. Mais on se rend compte que le taux d'utilisation, c'est-à-dire le taux de greffons qui vont effectivement pouvoir être prélevés et greffés par rapport au nombre de donneurs recensés, il est relativement faible dans les donneurs non contrôlés. Et dans les donneurs contrôlés, il reste en dessous de ce qu'on voit dans le donneur décédé en mort encéphalique. Et donc, il y a un gap qu'il va falloir essayer d'améliorer. Quand on regarde également cette autre étude récente où
La méthodologie, c'était de comparer les donneurs décédés après arrêt circulatoire qui ont une CRN versus l'autre technique qui vous a été expliquée un peu avant, c'est-à-dire les machines de perfusion. Eh bien, on se rend compte que la machine apporte un intérêt avec plus de greffons qui finalement vont être greffés in fine. Donc on peut se dire qu'il reste de la marge sur les greffons, et ce papier de l'équipe lyonnaise pour nous dire que finalement on peut trouver effectivement, comme ça a été déjà dit ce matin, un problème lié à la technique. Quelles vont être les perspectives? Eh bien, augmenter le taux de transplantabilité, et ça va passer, comme on l'a dit, par l'éducation des équipes. Ça, c'est un papier des Britanniques, où ils décrivent vraiment leur programme d'éducation des chirurgiens avec une équipe mobile de chirurgiens préleveurs hépatiques et qui posent les CRN en arrivant sur le centre. On a vu effectivement que Michel Rayard en a parlé. C'est une autre possibilité, ça va être potentiellement de rajouter la machine chez les patients qui n'obtiennent pas les critères de l'ABM pour pouvoir être greffés. Et donc, on sait que depuis, c'était cette année, il me semble, ou l'année dernière, il est proposé de mettre les greffons qui ont des taux de transaminase trop élevés sur machine, et donc d'autoriser la greffe dans ce cadre-là en France. Je pense qu'on arrive au bout des piles. Et cette technique, elle est déjà un petit peu éprouvée en Italie. Vous vous rappelez que je vous ai dit que l'Italie avait 20 minutes de no-touch, et donc des greffons qui ont plus d'ischémie. Et ben, quand on regarde, quand on demande au centre de voir quelles sont leurs pratiques, on se rend compte que la totalité des centres qui ont un programme de M3 vont mettre les greffons sur machine après avoir mis une CRN. Elle peut être en majorité hypo, mais aussi normaux. Parce qu'en fait, on se rend compte que les données qui leur permettent de savoir s'ils vont avoir leur greffon, quand on demande vraiment à l'expérience des chirurgiens et des transplanteurs, on se rend compte qu'on fait un petit peu attention au débit de la pompe de la CRN pour essayer de prédire un greffon qui va fonctionner, mais dès qu'on va regarder les autres critères qui sont décrits dans la littérature, la décroissance du lactate, les transats, finalement, on n'y fait pas tant que ça confiance, parce qu'il ne faut pas oublier que le greffon hépatique dans une CRN, il est au milieu des autres organes qui ont subi l'ischémie chaude, que ce soit l'intestin, les reins, etc. Et donc, on n'a pas un vrai reflet de la fonction de notre greffon. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'aller trouver des facteurs prédictifs? J'ai aussi essayé de trouver pour la perfusion au niveau du foie in situ. Alors là, j'ai trouvé qu'un papier. Et c'est un papier chinois dont l'éthique, en fait, je pense, ne passe pas, donc on va éviter d'en parler trop. On a vu que la machine évolue. La machine évolue, et Michel Rayard vous a parlé de plusieurs modèles, et notamment le dernier ici, c'est celui qui a permis d'atteindre les 7 jours de perfusion. On se rend compte que pour la CRN, finalement, on est resté quasiment à la même organisation que ce qui se faisait il y a 60 ans. Alors un papier récent qui du coup est très fondamental, mais on aime bien même en tant que chirurgien aussi le fondamental, un Nature en 2022. Et en fait, en gros, l'idée c'est de se dire, si on a besoin de reperfuser, peut-être qu'il faut aussi aller, comme quand on fait la machine de perfusion hépatique, sur de la perfusion un peu plus sophistiquée que juste des canules, une pompe et un oxygénateur. Et donc, voici ce qu'avait proposé cette équipe, sur du préclinique bien sûr, mais en gros on compare de l'ECMO classique avec une machine de perfusion, où vous voyez qu'on se rapproche des machines un peu complexes au niveau du foie. Et on rajoute en plus dans le perfusa une solution avec un petit peu on pourrait dire pour certains de poudre de perlimpinpin, mais en même temps on a une vraie réflexion sur des molécules et avec une interaction. Et effectivement, on voit, alors il y a quand même un problème peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes débits finalement sur leur pompe. Alors est-ce que c'est la cause, la conséquence? Peut-être que si on adaptait plus l'ECMO, on aurait plus des meilleurs résultats. Mais on voit que la perfusion in situ, quand on fait les angiographies, avec cette machine, elle est meilleure que quand on est dans une ECMO classique. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à travailler de ce côté-là, même si on augmente la complexité et potentiellement aussi les taux d'échec de ces techniques. Donc en final,
ce qu'on peut retenir, c'est qu'en transplantation hépatique, on sait que ça marche, la CRN, ça donne de bons résultats. Ce n'est pas encore optimal sur le taux d'utilisation des greffons et peut-être qu'il y a des choses à envisager sur l'éducation effectivement des équipes pour diminuer le taux des échecs. Et la stratégie, parce qu'on sait que tous les greffons ne vont pas forcément avoir besoin d'une machine, mais ça va être intéressant d'identifier lesquels vont derrière avoir besoin d'être encore plus améliorés par la machine. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bon, on accueille pour la suite le professeur Olivier Scaton, directeur du programme Transplantation à la Pitié, qui va nous parler de la réanimation du foie sur machine. Bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation. Excusez-moi, le pointeur, est-ce qu'il y a un pointeur? Vous le voyez, vous? Moi, je ne le vois pas. Attendez, ça ne marche pas. Le pointeur? Juste un pointeur et puis bon, c'est pas grave. En préambule, je voudrais remercier les coordinations parce que tout ce dont je vais vous parler là ne serait pas possible s'il n'y avait pas une espèce de niche qui s'appelle le prélèvement scientifique. C'est souvent d'ailleurs mis à part et puis on n'en parle pas beaucoup. Mais tous les travaux que je vais vous montrer là, qui sont des travaux de recherche en particulier de notre groupe, ne seraient pas possibles sans les coordinations qui permettent de l'organiser. Ça ne marche pas? On va passer au... Alors, moi, je vais vous parler de plus de perspectives que de réelles applications pour le moment, mais ça nous permet d'avoir un petit peu du rêve pour l'avenir et éventuellement des greffons supplémentaires. Je vais commencer par ce papier qu'on vous a déjà montré, hein, qui est très impressionnant. Une machine avec plein d'algorithmes qui mesure le glucose un peu partout dans le foie, la machine de Zurich, qui a permis l'année dernière de greffer un malade avec un greffon qui était jugé marginal pour deux raisons. La première, il y avait une tumeur dans le foie ici de nature indéterminée. Il fallait du temps pour biopsier et lire la nappate pour être assuré. La deuxième, c'est que la donneuse avait un sepsis sévère et qu'ils ont décidé de traiter avec des antifongiques et des antibiotiques ce foie pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils l'ont mis à un patient qui avait un cancer avec une indication limite et le malade est en vie 1 an après. Donc on a ouvert là, tout d'un coup tout un concept qui est de se dire on va peut-être avoir du temps et de la perfusion pour pouvoir réhabiliter éventuellement des greffons. Alors, justement, maintenant, c'est quoi la perspective des machines de perfusion? Probablement, en pratique, la majorité des greffons seront perfusés en hypothermie oxygénée, mais il y a une petite niche de greffons vraiment marginaux qui peuvent être gardés sur machine pendant plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs jours, pour lesquels on pourrait modifier l'histoire naturelle et les utiliser. Et parmi toutes ces hypothèses ici, un peu de science-fiction, en particulier celle de décellulariser entièrement un foie, de garder son squelette et lui remettre des cellules qui sont vraiment de la science-fiction, mais qui sont en pratique faits déjà dans des modèles animaux. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un sujet du quotidien et qui va augmenter à l'avenir, c'est celui de pouvoir éventuellement dégraisser des foies gras sur machine. Alors, pourquoi ça m'intéresse beaucoup? C'est parce que c'est le principal motif de refus des greffons en France. C'est entre 130 et 150 greffons, c'est-à-dire 10% de l'activité potentielle de greffe hépatique en France, qui est limitée par l'accumulation de graisse dans les hépatocytes. Et ce sont les greffons de demain. C'est-à-dire que l'épidémie d'obésité, vous connaissez tous, ce sont des nouvelles indications de greffe également, mais ce sont aussi les donneurs de demain. Donc il va bien falloir s'occuper de ces greffons qui, comme vous le voyez, contiennent énormément de graisse et qui posent problème. Je voudrais dire aussi que c'est le seul greffon qu'on peut qualifier de marginal avec certitude. C'est-à-dire que toutes les autres définitions de marginalité du greffon, l'âge, la natrémie, tout ça sont vraiment très difficiles vraiment à démontrer l'impact. En revanche, s'il y a bien un truc qui a un impact majeur,
c'est la stéatose, et à elle seule, elle a démontré ses résultats sur les mauvais résultats de la transplantation. Et ça, par trois mécanismes. J'ai l'habitude de dire que quand on met un foie, qu'on le prélève et qu'on le met dans de la glace en statique, on transforme de l'huile en une mode de beurre. Donc, en fait, on ne lui rend pas service, effectivement, en mettant froid. Et l'atteinte, finalement, la dysfonction de ces foies stéatosiques, elle tient à trois mécanismes. Le premier, c'est que, comme vous l'avez dit, Michel, le stock d'ATP, il est extrêmement bas. Il est tout de suite consommé dans ces greffons limites. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, ils vont partir avec un niveau d'énergie extrêmement bas et donc des risques d'ischémie-reperfusion, un seuil à l'ischémie-reperfusion qui est altéré. Deuxièmement, il y a une microcirculation qui est altérée parce que le gras prend de la place sur le vaisseau, ce qui va réduire un peu l'espace de vascularisation et le sang passe mal. Donc, mauvaise perfusion, mauvaise énergie de base et puis surtout un micro-environnement très pro-inflammatoire. Donc, quand on va reperfuser, ça va être le cataclysme de l'ischémie-reperfusion puissance 10 par rapport à un greffon qui n'est pas stéatosique. Donc, ça conduit à quoi ? Ça conduit à une vraie diminution de la survie des greffons. Et vous voyez que c'est proportionnel à la quantité de gras dans les cellules. Lorsque vous êtes à moins de 30%, la survie des greffons n'est pas tellement altérée. Mais dès que vous allez passer des stéatoses sévères à plus de 60%, vous voyez que le risque d'avoir une non-fonction, c'est-à-dire un greffon qui ne redémarre pas avec soit une mort au GIR post-opératoire, soit une retransplantation immédiate, augmente. Donc il faut retenir que plus de 50% de gras égale plus de 50% de dysfonction ou de non-fonction. Et ça se traduit également, c'est corrélé en fonction de la stéatose, à la durée d'hospitalisation en réanimation, qui est un peu un marqueur indirect des événements un peu pro-inflammatoires qui se passent, et de la durée d'hospitalisation globale. Donc le greffon stéatosique, c'est un vrai greffon marginal, dont on sait que la quantité de greffes va conduire à une dysfonction majeure. C'est là qu'il faut avancer. Alors, voilà, ça, je me disais, c'est le problème du passage du Mac au PC. C'est pas grave, je vais vous faire le résumé. Alors, qu'est-ce qu'a donné l'hypothermie seule sur ces greffons ? L'hypothermie seule de ces greffons, et croyez-moi sur parole, parce que les tableaux dans ce sens-là, c'est plus dur, ça a été testé par les Suisses. Et quand on amène de l'oxygène, on diminue le taux de non-fonction primaire avec le taux de retransplantation. Donc ça fait du bien d'amener de l'oxygène, même au froid, au greffon stéatosique, parce qu'on règle une partie de la mitochondrie qui est altérée. On va restocker de l'ATP, on va lui permettre de faire face à l'ischémie-reperfusion de meilleure façon. Mais ça ne règle pas la circulation qui est altérée, ça ne règle pas l'environnement pro-inflammatoire. La normothermie, on se dit, on va éviter la mode de beurre, on va le mettre directement sur machine. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut tester la fonction, les lactates, etc. Donc, on peut se faire une idée de la viabilité. En revanche, comme vous le voyez ici, ça ne règle absolument pas le problème de la stéatose pendant la période de perfusion, c'est-à-dire qu'il reste toujours aussi gras. Son environnement pro-inflammatoire risque même d'augmenter, parce que perfuser ex vivo, c'est un stress supplémentaire, en fait, d'ischémie-reperfusion. On règle la microcirculation altérée certainement, et quand on réserve de mitochondrie, elle est toujours basse. Donc on part d'un niveau bas et on va restresser le foie en normothermie. Donc ce n'est pas forcément non plus la solution idéale. Alors peut-être que le mieux, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'on prélève le foie, on lui fait une petite période d'hypothermie, puis ensuite on va le réchauffer en normothermie pour le tester. Et c'est ce qui a été fait, pas forcément pour des greffons stéatosiques, mais pour des greffons très marginaux. Pour certains greffons qui étaient totalement refusés, ils ont été traités par cette double perfusion avec des critères de viabilité dont vous a parlé Michel, et on a pu faire 11 greffes alors que normalement il devait y avoir 0 greffe avec ces greffons. Donc peut-être une des idées est d'avoir des combinaisons de perfusion sur des greffons marginaux. Ce qui nous amène à vous expliquer un peu ce qu'on fait à la Pitié. On a un projet de défatting, de dégraissage de foie sur machine, qui commence par la quantification de ce gras assez rapidement. Alors peut-être vous nous voyez des fois arriver sur les zones de prélèvement avec un smartphone. En fait, on fait une étude actuellement en prenant de l'IA et en fait, on essaye d'évaluer la stéatose juste avec une photo pour accélérer le processus. Ensuite, on met le greffon, qui sont des greffons qui ne sont pas greffés, qui sont très marginaux, sur machine et on essaye de les dégraisser. Alors, pour faire ça, pour ce projet, il fallait faire 2 choses pour atteindre ces objectifs. La première, c'est de créer une machine qui n'existe pas encore, qui est capable de passer de l'hypothermie à la normothermie quasiment instantanément, sans avoir à déprimer. Vous avez vu qu'il y a soit de l'hypo, soit de la normo, et il est très rare sur les machines actuelles, à part une peut-être, de passer de l'un à l'autre,
mais souvent, il faut retirer le foie, reprimer les circuits, remettre le foie dans une autre condition. Donc on avait un premier objectif, c'était de créer une sorte de machine qui permette de passer de conditions de l'une à l'autre rapidement. Le deuxième, c'était de créer un cocktail, entre guillemets, qui dégraisse le foie pendant cette période. Alors, le premier objectif, on l'a atteint, il est en cours de développement. On a commencé à travailler avec l'université de Compiègne, on a été mis un peu en nourrice par les Satlutech, puis il y a un industriel qui est connu des chirurgiens cardiaques qui est venu nous rejoindre sur l'affaire. Et nous, on n'a pas travaillé sur la machine elle-même, mais sur les circuits qui permettent, et on l'a publié, de passer, avec le docteur Dagnon qui est là, qui a participé, qui a permis de passer du froid au chaud quasiment instantanément, grâce à en fait juste à un design de circuit et pas tellement à la machine. Alors, une fois qu'on avait atteint ça, on a regardé est-ce qu'on peut dégraisser le foie. Pour dégraisser le foie, il y a deux grands mécanismes. Soit on consomme le gras dans la mitochondrie, mais pour ça, il faut qu'elle soit en forme. Il faut qu'elle ait eu un taux d'ATP qui soit remonté. Soit on essaie de l'exporter, le gras, dehors. Et pour ça, c'est un processus complexe, parce que ça doit associer des molécules et puis être transporté jusqu'à la membrane. Donc il faut du temps. Donc il y a différents médicaments qui peuvent agir sur ces voies, la bêta-oxydation ou l'export. On peut faire soit une grande soupe, un cocktail, soit choisir chaque molécule. Vous voyez, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, qui est là, qui est connue des transplanteurs, qui est la rapamycine, dont je vais vous reparler un tout petit peu plus tard. Alors, est-ce que ça a été fait? Oui, le concept, il existe. Nous, là, ce sont des papiers qui sortent de notre équipe. On l'a montré sur des foies humains et des coupes aussi de souris et de foies humains. On a des molécules qui permettent de réduire le taux de triglycérides en intracellulaire. Et des équipes anglaises qui ont montré aussi que sur, vous voyez, 5 greffons et sur machine en ex vivo, on pouvait commencer à dégraisser le foie sur machine. Alors, on a combiné tout ça. On a testé d'abord, c'est notre cocktail ici qui s'appelle DFAT, qui est un cocktail avec plusieurs molécules. On a montré effectivement que in vitro, sur des hépatocytes humains, on diminuait de 30% la quantité de gras dans le foie. Ensuite, on est passé sur des tranches de foie, et vous voyez ici le passage entre le gras et puis le traitement qui diminue. Alors ici, c'est sur des couches épaisses de foie, et vous voyez ici qu'on diminue jusqu'à 30% la quantité de foie, de graisse dans ces tranches de foie avec ce cocktail. Alors ensuite, il faut passer un petit peu plus loin dans l'application. Voilà. Donc c'est ce qu'ont fait les Anglais sur 5 greffons. Ils ont traité 5 greffons avec un cocktail à peu près équivalent versus pas de cocktail. Et ils ont démontré qu'ils réduisaient la stéatose de 40%, 38%. Vous voyez ici qu'ils sont en train de traiter la stéatose par les deux mécanismes dont je vous ai parlé. Ça augmente l'oxydation du gras dans la mitochondrie et ils en exportent à l'extérieur. Donc le concept fonctionne et maintenant il faut essayer de passer à l'étape suivante. Donc nous, notre protocole à Pitié, c'est ça. On récupère un foie qui est pas bon, qui est très gras. On le met en hypothermie, on le perfuse. On le remonte ensuite en subnormothermie. Pendant ce temps-là, on prépare le sang du donneur, qui provient du donneur. On en fait des culots. Et puis, on passe en phase de normothermie. Une fois qu'on est en normothermie, on injecte les cocktails. Et on a pu constater... Alors, si vous voulez, si on a le temps, je vous montre un tout petit bout de séquence de comment ça se passe, le switch. Sinon, si vous voulez, on n'a pas le temps, je peux passer à ça. Non, il est sur le... Il faut revenir sur la diapo, en fait. Cliquez sur le film. On a le temps de voir ce petit truc où je le passe. Vous le passez, si vous voulez bien, à 2 minutes 7. Vous voyez là-haut? Voilà, vous arrivez à 2 minutes. Voilà. En dessous. 2 minutes. Voilà, 2 minutes en dessous, un tout petit peu. Voilà, allez, on commence par là. Voilà. Donc ça, c'est notre machine, c'est une console de CEC, de cardiaque. Ça, c'est un foie gras humain. Il est en hypothermie oxygénée. On commence à évacuer l'ancien liquide, qui reprend en plus tout ce qui est pro-inflammatoire. Et puis, on va l'évacuer parce qu'on a une espèce de réservoir qui est bicompartimenté. Donc tout cet ancien liquide qui contient plein de protéines inflammatoires est lavé, en fait, est supprimé. Et on va commencer la phase de normothermie. Alors maintenant, c'est automatisé. On a en fait des systèmes de niveau de pompe qui permettent de faire redémarrer et arrêter directement la pompe. Donc là, la pompe se remet en marche quand le réservoir se remplit de sang.
Et puis, vous allez voir ce switch qui va se passer. Vous voyez, ça a pris quelques secondes. La machine a redémarré toute seule. Et on voit arriver le sang dans les tubuleurs par l'artère et par la veine porte. Et le foie se revasculariser avec du sang. On peut passer à la diapositive suivante. Vous pouvez me mettre en diaporama, s'il vous plaît. Voilà. Donc, grâce aux coordinations, on a un protocole scientifique, on vient et on voit que quand le foie ne peut pas être pris, il est discard. On a perfusé, on en a perfusé 10, mais je vous donne les 7 premiers. Sont des greffons qui sont très stéatosiques, 90%, vous voyez. Et puis, les critères de viabilité, finalement, ils étaient sur machine, ils étaient possibles dans 5 greffons sur les 7. Donc, c'est paradoxal, mais quand on les a mis sur machine, ils avaient des critères de viabilité. Ce qui est intéressant, c'est quand ils sont viables, qu'ils ont ces critères, par exemple ce greffon, 2 kg 100, il avait 10 heures d'ischémie froide, on l'a perfusé en hypothermie 4 heures, en normothermie 8 heures. Là, vous voyez, il avait 90% de stéatose, c'est pas rien. Il a commencé à faire de la bile, les lactates se sont normalisés, le pH, etc. On a injecté le cocktail et hop, on a une diminution des triglycérides dans les cellules. En revanche, quand le greffon ne marche pas du tout, 2 kg 5, il prend de l'œdème, il a une ischémie très longue, hein, donc ce greffon a 60% de stéatose, il a de l'inflammation, il n'a aucun critère de viabilité, on a beau injecter ce qu'on veut, s'il n'y a pas de fonction minimum, il n'y a pas de traitement possible de ces greffons. Alors, on s'est dit, un cocktail, c'est trop. Est-ce qu'il n'y a pas une molécule simplement qu'on pourrait injecter? Et on s'est intéressé à la rapamycine, parce que c'est un médicament intéressant pour le transplanteur, d'induction de tolérance. Et on s'est remarqué qu'à lui seul, il arrivait quasiment à une bonne concentration, à diminuer de 20 à 30% la stéatose. Donc en fait, on a commencé un projet avec l'AGEPS et on a designé un médicament ex vivo, puisqu'il n'existe pas encore. La forme galénique n'existe pas. Et on a arrivé à toutes les phases de solubilité, de stabilité, de tolérance de dose. On a montré l'efficacité à nouveau de la rapamycine in vitro. Et là, on est à la phase actuellement où on teste la rapamycine dans ce contexte pour traiter la stéatose. Voilà, donc cette étude sera terminée l'année prochaine. Il y a un autre truc qui nous intéresse, c'est qu'on s'intéresse à une sorte de mort cellulaire. Attendez, si vous pouvez cliquer juste sur le film, là, qui s'appelle la nécroptose, qui est assez connue. Juste cliquer sur le... Voilà. Qui est assez connu dans l'ischémie-reperfusion en foie. Vous allez voir ici une mort cellulaire se déclencher par un choc osmotique et qui est lié... C'est presque fini. Voilà. Il faut juste cliquer sur voilà. Vous allez voir ici une cellule se gonfler. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ici, puis pan, exploser. Donc ça, c'est une type de mort cellulaire par nécroptose, avec une cascade qui conduit à ça. Et on a un médicament assez intéressant qui s'appelle la RIPA 56, qu'on a dans le laboratoire et qu'on teste. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. La diapositive, voilà. Et on a remarqué, ça améliorait, ça avait été montré dans les lésions d'ischémie-reperfusion chez la souris, mais en plus, ça diminue la stéatose, effectivement, dans un modèle de NASH sur la souris. On l'a transposé à l'homme, ça dégraisse de la même manière. Donc là, on vient d'obtenir une ANR pour traiter les greffons à l'aide de cette molécule pour voir si on a à la fois un effet sur l'ischémie-reperfusion et un effet sur la stéatose. Donc, c'est populaire, c'est en avant-première. Il y a la SLD en ce moment. C'est 2 diapos qui sortent de la SLD. On n'est pas les seuls. Certains ajoutent un filtre. Nous, on dialyse aussi le greffon avec une membrane, en fait. On fait de l'hémofiltration pendant la perfusion. On rajoute filtre plus drogue. Et cette équipe anglaise est en train de réaliser également du defatting. Donc bientôt, il y aura probablement du defatting qui sera proposé à l'avenir. Donc voilà, pour conclure les perspectives, là, le futur proche, on peut garder les greffons longtemps, on peut s'imaginer qu'ils peuvent voyager loin. Pourquoi pas un vol transatlantique un jour, d'un greffon sur machine. On peut le tester quand il est très marginal, ce que vous avez dit, Michel. En cours d'évaluation, il y a tous ces cocktails défatants, la thérapie génique, les exosomes. Et à plus long terme, on peut même l'imaginer comme un support hépatique ex vivo et surtout une plateforme de recherche thérapeutique ex vivo. Je vous remercie de votre attention.